Bonsoir à tous et merci de terminer la semaine avec nous. C'est le tout dernier numéro pour le compte de cette semaine. Parlant bien sûr du grand rendez-vous, 3 invités ont répondu oui à notre invitation. Il s'agit d'un enseignant-chercheur, d'une femme leader et une promotrice de blog, promoteur bien sûr de cinéma au Bénin. Avant de les recevoir, mesdames et messieurs, jetons juste un coup d'œil sur le tableau météo. Oui, on a constaté tout simplement que Savalou est à l'honneur aujourd'hui à travers la météo et la carte postale. J'espère bien que le 15 août se prépare correctement de l'autre côté de Savalou. Bienvenue en tout cas sur le grand rendez-vous. Ce numéro analyse les effets secondaires du projet Payavo, l'installation des infrastructures dans la vallée de l'Ouémé. Dans le cadre de ce projet, influence négativement la vie des populations riveraines. Nature et bien-être revient avec un enseignant-chercheur sur l'étude d'impact environnemental réalisée dans ce cadre. L'heure est venue donc de poser des actes pour davantage transformer la vie de la femme africaine. L'objectif étant bien sûr de développer véritablement l'Afrique. Les débats ont tourné autour de cette vision au cours de la semaine de la femme africaine tenue à Cotonou du 26 au 31 juillet dernier. Et là, nous allons bien sûr avec l'expert revenir sur cet événement, sur ce grand rendez-vous. Horizon Culture fait zoom tout simplement sur une valeur béninoise. Elle a honoré le Bénin à Durban en remportant le prix de la presse au Festival international de films de Durban en Afrique du Sud. Cornelia Glelet, promotrice de Écran Bénin, est l'invitée de Horizon Culture. Ce grand rendez-vous va, comme d'habitude, vous offrir l'actualité du développement à 19h45. C'est avec Amadine Aniambossou que ça va se passer. Bonsoir Amadine. Bonsoir à vous, Assim Gaba. On va se retrouver tout à l'heure à 19h45. Dites-nous déjà ce que nous réserve la rédaction de BB24. Au menu du journal de ce soir, le chômage constitue un facteur de pauvreté au Bénin, une situation qui n'est pourtant pas irréversible. Des pistes de solutions sont envisagées. Quel avenir pour l'école béninoise? Elle a connu des mutations au fil des temps, mais que retenir après 58 ans d'indépendance? À suivre des éléments de réponse. Et puis, le choix du 1er août comme date de l'indépendance du Bénin cache des mystères. Un astrologue donnera son point de vue dans le 19h45. Merci déjà pour ces titres à annoncer. On va vous retrouver à 19h45 pour les détails. Mais avant, on vous retrouve tout de suite sur Nature et Bien-être qui ouvre d'ailleurs les rubriques, les plateaux de ce grand rendez-vous.
Nature et bien-être, nous sommes dans la vallée de l'Ouémé avec les effets secondaires de l'installation, bien sûr, d'infrastructures dans le cadre du projet Payavo. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité là-bas? Nature Tropicale y a fait un tour, nous a ramené des images, des impressions des populations riveraines, bien sûr, de ce projet. Regardez et on revient en parler. Le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé Payavo est dans sa phase opérationnelle depuis février 2015. Couvrant 15 communes situées dans les départements de l'Ouémé, du Zou et de l'Atlantique, ce projet vise à accroître la productivité et à mettre en valeur les terres agricoles situées dans la vallée de l'Ouémé. Payavo est un grand projet que nous connaissons et pour le développement surtout dans notre vallée et qui s'organise à mettre beaucoup de nos populations à l'aise. Le projet Payavo est porteur d'une vision de développement. Il vise à faire l'aménagement des sites de culture de riz et de maïs. Et environ 120 hectares ont été mis à leur disposition dans la commune de Bono. Porté par les autorités béninoises et financé par la Banque africaine de développement, les composantes principales de ce projet sont entre autres la réalisation d'infrastructures de stockage, de commercialisation et de désenclavement, l'aménagement hydro-agricole et la sécurisation foncière de 5000 hectares de terres agricoles, ainsi que l'appui conseil aux acteurs. Après quelques années de mise en œuvre de ce projet, les populations des communes de Dangbo et de Bonou s'indignent et manifestent leur mécontentement face aux dégâts des activités et aux promesses non tenues des gestionnaires du projet. Ce qu'ils nous ont promis ne sont pas réalisés. Ce n'est pas une réunion faite. J'ai seulement touché les responsables. Moi-même, j'ai posé la question à l'un de leurs responsables. Mais ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Construire ici, faire telle voie. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, je ne sais pas de ce qu'ils ont dit. Depuis que nous sommes ici, est-ce que vous avez vu une moto? Ou bien combien de personnes qui ont cheminé même en passant par ici? La voie mène où? On ne sait pas. Et encore, ce qu'ils ont fait ne permet pas au lot de ruissellement de passer. Les autorités compétentes dans le cadre de ce projet sont donc vivement interpellées. Elles devraient alors prendre les mesures nécessaires pour que les réalisations restent réellement en conformité avec les objectifs du projet. Ceci au grand bonheur des populations de la zone d'intervention du Payavo. Oui, des approches de solutions sur ce plateau venant bien sûr du docteur Florent Ouessou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, parlant bien sûr de ce projet. Bonsoir docteur. Bonsoir mon cher Assoum. Merci d'avoir accepté notre invitation de revenir bien sûr sur ce sujet concernant le projet Payavo qui est venu avec de très bonnes intentions, mais les infrastructures créent vraiment de dégâts, les populations s'indignent. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Amadine, bonsoir. Bonsoir à vous Assoum Gaba, oui, qu'est-ce qu'il faut faire mais avant, docteur Florent Ouessou, quelle est l'importance d'une étude d'impact environnemental? Oui, merci beaucoup madame. Je pense qu'une étude d'impact environnemental, c'est par définition une étude qui permet de détecter au cours de la réalisation, avant, pendant et après la réalisation d'un projet, tous les effets, aussi bien négatifs que positifs, que ce projet ou ce programme peut induire sur l'espace où ce projet est installé. En d'autres termes, sur l'environnement, aussi bien l'environnement biophysique que l'environnement social.
Parlant du projet Payavo, on a vu un peu les conséquences sur l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour corriger un problème et un tant soit peu les dégâts causés? Bon, alors, si nous revenons un peu à l'élément que vous venez de passer, oui. L'impact environnemental de ce projet commence déjà à se révéler. Et on se pose beaucoup de questions. Parce que, en donnant tout à l'heure la définition d'étude d'impact environnemental, c'est une étude qui doit se mener avant. Et également détecter tous les effets. Est-ce que vous avez l'impression que ça a été fait dans le cadre de ce projet? Justement, et c'est là où se pose le problème. Lorsqu'une étude d'impact environnemental est menée, il y a ce que nous appelons l'audience publique concernant l'environnement. Okay. Et effectivement, si cette audience, tout ça là, c'est en référence à la loi, hein, c'est la loi cadre sur l'environnement qui prévoit tout ça. Et si l'étude d'impact environnemental est anté-réalisée, c'est-à-dire avant, et puis l'audience publique sur l'environnement s'en est suivie, les populations ne seraient pas surpris. En réalité. Parce que l'audience publique est contenue dans la loi cadre. En son article 96, c'est une audience qui associe les citoyens, les populations riveraines de l'espace où le projet est mis en place, associe à tout ce qui doit être fait, en particulier sur la portée de l'étude d'impact environnemental. La population a la capacité nécessaire pour évaluer les impacts environnementaux que pouvait générer un projet de cette envergure. Ce n'est pas les populations qui doivent le faire, mais elles doivent nécessairement participer dès lors que les structures compétentes ont réalisé l'étude d'impact environnemental. Les populations, à travers l'audience publique, doivent s'impliquer. Donc ça veut dire c'est deux choses différentes. Il y a un défaut de communication à ce niveau. Non, à notre connaissance, oui. Pour le travail qui a été fait par l'ONG Nature Tropicale et Ecovision et Développement, oui. Alors, on se pose la question si réellement ces études d'impact environnemental ont été réalisées. Parce que ça doit être évalué avant la mise en place du projet, pour qu'on connaisse l'état initial de l'environnement, de l'espace où le projet est implanté, les infrastructures à mettre en place, quels dégâts cela a apporté et quelles sont les mesures correctives qui doivent être portées. Vous venez de constater qu'avec l'élément passé, déjà, la mise en place des pistes de desserte rurale est en train de modifier l'écoulement de l'eau. Oui. Les têtes couronnées l'ont dit, ce n'est pas moi qui le dis. Alors, par conséquent, c'est déjà la structure qui est en charge, puisque Payavo a délégué un certain nombre de compétences à des structures, par exemple AGETUR Bénin, qui intervient. Donc ces structures doivent en principe respecter la loi cadre du Bénin par la mise en place de ces études d'impact environnemental. Alors il faut donc tout changer. Pour finir, avant de vous laisser la parole. Parlant de solution. Pour finir, oui. La basse et moyenne vallée de l'Ouémé, qui est le site de ce projet, est classée au site Ramsar. Oui. Donc ça concerne un peu les zones humides. Et en mettant en place des infrastructures qui modifient l'écoulement des eaux, le projet est déjà en porte-à-faux avec la loi numéro, si vous me permettez, numéro 2010-44 qui portant gestion sur l'eau, portant gestion de l'eau en République du Bénin. Et donc, portant gestion durable des zones humides. C'est déjà important. Cet élément, le projet est encore à ses débuts. C'est vrai que nous sommes dans la phase opérationnelle. On a encore le temps de corriger quand même certaines choses. Nous l'espérons bien. Et il faut que... Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Mais nous disons, notre interrogation majeure est que nous n'avons pas connaissance de ces études d'impact environnemental. Vous avez obligé Deux, nous n'avons pas connaissance que les audits publics sur l'environnement soient menés. Si c'est le cas,
que les responsables du projet, surtout les responsables de la troisième composante du projet qui s'occupe de la gestion. Et donc, la gestion du projet est transversale aux deux premières composantes du projet que nous avions énumérées la dernière fois. Donc, il faut revoir quand même un peu les choses afin de satisfaire les populations. Absolument, absolument. Il faut nécessairement... Nous sommes dans une démarche d'alerte. Nous alertons. Parce que le projet, j'ai dit la dernière fois, il est le bienvenu total. Surtout que c'est un projet qui va être la suite d'un des anciens projets qui avait eu pour même site la vallée de Lomé, qu'on appelle Sonia, entre autres, parce qu'il y a plusieurs projets Sonia. Toujours dans la vallée de Lomé. De Lomé. Et j'avais dit la dernière fois que le projet Sonia, c'est un projet qui a permis au Bénin, dans les années 70, n'est-ce pas, d'avoir l'autosuffisance alimentaire, tout au moins en riz. RIZ. Et qu'est-ce qui a bloqué tout ça? Et là, je pense que les responsables de ce projet pouvaient répondre de ce qui a fait. Nous avons fait une promenade sur le site pour voir toutes les machines, toutes les infrastructures qui ont servi à ce projet d'avoir cette renommée aussi bonne en sécurité alimentaire dans le temps. Mais allez voir. On était allé même avec une télévision. Comme quoi c'est possible de valoriser la vallée de Lomé sans créer donc des dommages à la population. Mais absolument, il n'y a que ça aujourd'hui. Oui, mais comment y arriver? Parce qu'après Payavo, après Sonia, il y aura d'autres projets. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour éviter des catastrophes? Je pense que Payavo devrait se référer beaucoup plus aux autres projets Sonia. Prendre ce qui est bon pour Sonia et d'autres projets et faire en sorte que ce projet ne soit pas très tôt enterré. Et je pense quand même que dès lors que les infrastructures à mettre en place, lorsque les activités inscrites dans les trois composantes du projet doivent aller contre l'environnement, il est évident que ce projet, très tôt, mais vous avez eu l'impression, vous vous posez la question de savoir si une étude d'impact environnemental a été vraiment menée. Oui. Alors, est-ce que c'est possible pour un projet d'une telle envergure qu'on ne réalise pas, qu'on ne mène pas une étude d'impact environnemental avant de démarrer les activités, et qu'on démarre un projet comme ça? Absolument pas. La loi cadre, c'est être en porte-à-faux avec la loi cadre. Du Bénin. Donc c'est sûr qu'il y a eu étude d'impact environnemental, mais peut-être que c'est dans la mise en œuvre que le problème se pose. Mais le professeur dit qu'ils n'en ont pas connaissance. Et surtout suivi de l'audience publique sur l'environnement. C'est ça qui implique réellement les populations. Ils ne sont pas techniquement au point pour faire l'étude, mais ça les implique pour être désormais dans ce qui va être mis en place. La dernière fois, vous avez dit que quand on prend la vallée de Lomé, c'est une vallée très riche. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la valoriser, mis à part les projets et autres? Comment développer cette vallée? Quelles sont les activités qu'on peut y mener sans détruire l'environnement? Toute activité qui devrait être menée doit tenir compte de l'environnement, doit intégrer la composante environnement. Et je vous rappelle, parce qu'on ne vient pas ici pour dire n'importe quoi, lorsque vous prenez l'offre technique du projet, une grande part est réservée au suivi et évaluation de l'environnement. Avec beaucoup de structures. Il y a l'INRAB, il y a l'ABE et autres structures qui doivent être là. Et on reviendra peut-être pour parler, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a, la cagnotte même réservée à l'environnement. Et si cette cagnotte réellement est réservée à l'environnement et qu'on en soit là très tôt comme ça, alors ça nous permet nous tous de porter l'information sur la place publique et que les gens puissent réagir, les responsables du projet puissent réagir. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un élément modificateur? Parce qu'on peut mener des études et avec tout ce qui se passe, on parle de changement climatique ou peut-être... non, un événement inhabituel. Absolument, les changements climatiques, ce n'est pas du jour au lendemain. Comme on le dit, c'est le terrain qui guide. C'est le terrain qui guide aussi. Avec toutes mes excuses, les changements climatiques, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est sur des années. Et ce que nous avons vécu aujourd'hui, parlant de changement climatique au Bénin, nous savons que les impacts sont là. Mais n'empêche, on s'appuie sur ces impacts pour voir ce qu'on peut encore faire. Afin de ne pas trop dégrader, afin de ne pas trop perturber l'environnement. Et
je reviens maintenant pour répondre à la question de madame. Oui. Vous savez, une vallée humide, dit-on que c'est la deuxième vallée la plus riche du monde, tant mieux. Mais pour l'exploiter, on ne peut que... Ce projet est le bienvenu. Je répète, il n'est pas le premier. Il y a eu d'autres projets. Maintenant, il faut l'étude d'abord. Et il faut nécessairement, sinon, on n'aurait pas eu cet élément que vous avez eu tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup à vous, Dr Ouessou. Merci à vous également, Amadina Niambossou. Dr Ouessou, on espère vous retrouver sur ce plateau, en tout cas, pour continuer à parler surtout de la protection de l'environnement. Des projets doivent en réalité respecter l'environnement, suivre en tout cas les normes, tout simplement. Tout le plaisir pour moi d'être avec vous, parce que c'est ma contribution au développement. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec nous, le temps qu'on annonce bien sûr le prochain plateau où on va recevoir une femme leader. Oui, c'est l'heure de développer, de renforcer les capacités des femmes, davantage en plus. Oui. Ça, si on veut véritablement développer l'Afrique, en tout cas, c'est une vision qu'on aura le temps de détailler avec l'expert. Oui, je l'annonçais, l'heure est venue de poser des actes pour davantage transformer la vie de la femme africaine. L'objectif étant donc de développer véritablement l'Afrique. Les débats ont tourné bien sûr autour de cette vision lors de la semaine de la femme africaine tenue à Cotonou du 26 au 31 juillet dernier. Nous avons bien sûr sur ce plateau Madame Yolande Lida Koné, elle est la présidente Femmes de Demain Afrique. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. Femmes de Demain, c'est quoi cette organisation? Femmes de Demain, c'est une organisation internationale. Le siège est en France, à Boulogne-Billancourt. Et nous assurons ici au niveau de l'Afrique la représentation Afrique. Donc c'est l'international. Ensuite, c'est la représentation Afrique. Et à partir de la représentation Afrique, on a les représentations pays et une entité Afrique Diaspora Europe. Comme quoi, il y a également Femmes de Demain Bénin. Oui, justement, quand on parlait de représentation pays, il y a la représentation Femmes de Demain Afrique Bénin, qui est présidée ici par Madame Francine Toupé et Nialoko. Ah oui, à qui nous faisons un grand coucou, certainement qu'elle nous suit quelque part. Alors, vous avez profité de la célébration de la journée internationale de la femme pour donc réunir les femmes autour d'un objectif, lever les obstacles qui entravent l'autonomisation de la femme. Quels sont ces obstacles-là? Ces obstacles, c'est d'abord l'environnement socio-culturel. Vous savez qu'on est en Afrique. Et en Afrique, tout ce qui est coutume a véritablement la peau dure. Donc nous essayons éventuellement de mettre en lumière tous ces éléments, de partager, d'échanger autour de tous ces éléments-là pour trouver des solutions. Je le disais tantôt, Femmes de Demain Afrique, c'est 18 pays. Donc on a eu la chance d'avoir ici 8 pays au niveau pendant cette semaine de la femme africaine. Elles sont arrivées du Bénin, du Gabon, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Voilà, pour partager avec nous, du Togo aussi, pour partager avec nous, pour partager tout ce qui est bonne pratique, toutes ces expériences vécues de la femme dans les différents pays. Alors, parlons de pratiques. Quelles sont ces pratiques-là qui ont été donc déterminées, sinon proposées, pour lever les obstacles que vous venez de citer? Justement, c'est d'abord prendre conscience de notre rôle en tant que femme dans la sphère pays où nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons comme activité, comme profession. C'est prendre conscience que nous avons un rôle à jouer en tant que femmes dans nos différents pays. C'est prendre conscience également que nous devons oser, parce que nous remarquons que les femmes sont de plus en plus, elles demeurent toujours timides, elles n'osent pas prendre des responsabilités. Donc nous avons pris conscience de tout cela et nous avons donc partagé
autour de cette thématique, Confidence de femmes politiques, un beau panel avec une belle palette de personnalités, des personnalités d'ici et d'ailleurs venues partager et donner des conseils aux jeunes femmes, aux dames qui étaient là pour dire exactement ce qu'il faut être pour pouvoir oser être, par exemple, dans l'univers politique, dans l'univers administratif, etc. Et donc aujourd'hui, à la suite de cette semaine, est-ce que vous avez pu atteindre vos objectifs fixés, c'est-à-dire avoir des femmes qui osent désormais en Afrique? Elles ont pris l'engagement, les femmes au sorti donc de cette semaine, d'oser. Surtout, on a terminé avec une belle expérience, un beau partage avec une personne extraordinaire, le coach Poyon. Armand, qui a véritablement galvanisé, qui a permis aux unes aux autres de pouvoir ressentir ce qu'elles ont véritablement au plus profond d'elles. Et je pense que cela a amené les unes et les autres à prendre conscience qu'elles ont quelque chose à faire véritablement pour notre continent commun. Alors, dans votre mot, j'ai lu sur les prospectus, parlant bien plus de l'organisation de cette semaine, je cite, « Au-delà des luttes pour l'indépendance et le recouvrement de la liberté, la femme africaine demeure un artisan dans l'œuvre de construction et de développement économique et social des pays du continent. » Je voudrais avoir quelques exemples concrets pour soutenir ces affirmations. D'accord. Ça a déjà commencé, on l'a dit, au-delà des indépendances, on a commencé à avoir une première vague de femmes et devancières, dont celle qui a l'initiative justement de la Journée internationale de la femme africaine, Awa Keïta, qui a été première femme députée du Mali. Elle a été à l'origine de la création de la loi sur le mariage au niveau du Mali. Et après elle, on a eu des femmes, comme par exemple en Côte d'Ivoire, les femmes de Grand Bassam, qui ont marché sur le pont de la Victoire à Grand Bassam pour aller, par exemple, demander la liberté des hommes qui avaient été emprisonnés. On a des exemples de ce genre de femmes. Des femmes qui ont lutté exactement, pour la autant cause colonial des hommes. Déjà. Oui. Oui, parce que les hommes avaient été de façon arrêtés pendant la période coloniale. Elles ont osé. C'est vrai qu'elles n'ont pas pu avoir, je veux dire, gain de cause, parce qu'elles ont été carrément repoussées avec violence, etc. Mais elles ont au moins osé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des exemples de femmes aussi qui ont osé. On a des femmes dans les conseils d'administration, des femmes chefs d'entreprise. On a eu la chance d'avoir des femmes chefs d'État. Libéria, par exemple, avec Hélène Sirleaf. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes se rendent compte qu'elles ont ce rôle-là à jouer, qu'il faut qu'elles y aillent. Il faut qu'elles y aillent. Et avec les révolutions, en parlant bien sûr de la technologie, aujourd'hui, on sent de moins en moins de femmes dans ce secteur-là. Est-ce que vous avez essayé de présenter les opportunités qui se présentent vraiment aux femmes? Parce qu'elles font partie, en tout cas, de la majeure partie de la population africaine. Tout à fait. Il faut qu'elles aillent bien sûr à ces genres de révolutions-là aujourd'hui. Exactement. Est-ce que ça, vous en avez fait cas? Oui, il y avait une belle thématique sur l'entrepreneuriat féminin et le numérique qui a été abordée. Je souris parce que je le dis toujours à mes présidents de pays que nous sommes des femmes de demain. Et en tant que femmes de demain, nous devons être incontournables dans tout ce qui est digital. Pour la petite histoire, je pense qu'elles sont là, elles vont rigoler. Je leur ai demandé de créer des comptes Twitter. Ça a été la panique totale. Ils m'ont dit, présidente, ton compte Twitter, tes histoires de Twitter, on ne sait pas ce que c'est, etc. Et je leur ai dit, aujourd'hui, si on veut véritablement être ces femmes-là qui osent, ces femmes qui avancent, c'est quelque chose, c'est un instrument de communication incontournable que nous devons tous pouvoir utiliser et maîtriser. Donc, on a aussi un programme au niveau de notre plateforme, les Femmes Lab, des espaces digitaux, pour permettre aux femmes de venir s'initier à tout ce qui est numérique, à tout ce qui est apprentissage informatique, savoir qu'avec l'outil informatique, on a la possibilité, en étant par exemple ici au Bénin, de pouvoir avoir des partenaires à l'extérieur, dans d'autres pays, sous d'autres continents. C'est véritablement un outil qui nous est cher et on en parle pendant nos rencontres. Pendant nos rencontres, et il faut dire aussi, quand on parle de femmes, la femme rurale, elle a telle place dans votre organisation, dans vos activités, vos événements? Est-ce qu'elles étaient là, par exemple, la semaine dernière? C'est vrai que je vais être franche, je n'ai pas vu la liste de présence, sinon au niveau de Femmes de demain, c'est toutes les femmes. C'est la femme qui vend au bord de la route, les galettes. C'est la femme qui est dans les champs.
c'est les femmes qui sont dans les bureaux, c'est la femme qui est dans l'univers politique, c'est vraiment toutes les femmes qui sont membres de notre organisation. Mais comment arrivez-vous à les faire travailler ensemble, c'est-à-dire les femmes rurales, aux côtés des femmes, qu'on le dit, qui sont allées à l'école, beaucoup plus cadres et autres. Certain niveau. Comment arrivez-vous à créer cette cohésion entre ces femmes? Le point commun, c'est d'abord, on est femmes à la base. Très bien. On est femmes et je pense que nous soyons dans le milieu rural ou que nous soyons dans le milieu urbain, on a tous cette même envie de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir réussir. Il y a des plateformes, il y a des moments d'échange où nous nous retrouvons toutes ensemble pour partager. C'est vrai, elles essaient de s'exprimer. Ce n'est pas toutes qui ont un certain niveau ou qui peuvent s'exprimer en français, etc. Mais on arrive véritablement à partager. Et comme vous le disiez, les moments où nous pouvons être ensemble, c'est ce genre de moments-là que nous initions au niveau de nos différentes entités pays pour permettre à toutes les femmes justement d'être visibles pendant donc ces rencontres-là. Et c'est un réseau fermé ou pas quand on parle de Femmes de demain, cette organisation? C'est un réseau fermé? Pas fermé, ouvert pas fermé du tout. Pas fermé aux hommes. Parce que nous, on a une vision aussi au niveau des Femmes de demain Afrique. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, en tant que femmes, rester dans notre coin et regarder dans la même direction. On a besoin du regard des hommes. C'est pour ça que dans nos bureaux, nos différents bureaux, ils sont ouverts aux hommes. Il y a des bureaux Femmes de demain Afrique ou pays où on a des membres qui sont des hommes, qui militent à côté de nous pour pouvoir faire avancer la cause des femmes. C'est véritablement pas fermé du tout, c'est ouvert à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de femmes qui nous suivent en ce moment, qui voudraient quand même intégrer cette organisation Femmes de demain Afrique. Et quelles sont les conditions? Comment ça se passe? Il suffit juste de manifester son intérêt et de venir vers nous. Nous, au niveau du bureau Afrique, c'est véritablement la coordination. Mais c'est nos différents bureaux pays qui ont à charge de pouvoir avoir des membres et recruter des membres. C'est juste avoir le contact de la représentante pays, de s'adresser à elle. Et les conditions, c'est ouvert. Elles viennent. C'est vrai qu'il y a un petit droit d'adhésion, pas grand-chose, et des petites cotisations mensuelles, comme on le fait au niveau des associations. Oui. Mais c'est que ça. Et elles participent là à la réflexion qui est menée à toutes les activités qui sont organisées. Et c'est pour y gagner quoi de façon concrète? Est-ce que c'est participer au développement de l'Afrique? Pour le faire, il faut avoir des outils. Quels sont ces outils-là que vous offrez à ces femmes-là qui sont membres de cette organisation? La réflexion est posée. Ce que nous offrons, c'est des espaces de renforcement de capacité. C'est très important. Pouvoir former les femmes, par exemple, qui sont dans le secteur informel, à tout ce qui est gestion de tout ce qu'elles entreprennent comme business, comme activité. C'est aussi des formations, on l'a dit tantôt, tout ce qui est digital, numérique. C'est véritablement ça, même dans la gestion même de notre business. C'est vrai que moi, en ce qui me concerne, je suis chef d'entreprise, j'ai mon organisation, je suis dans la formation professionnelle, je partage mon expérience avec les autres femmes pour les amener éventuellement à obtenir ou avoir quelques compétences pour pouvoir être meilleures dans leur secteur d'activité. Donc il y a véritablement cela, l'accompagnement, ça c'est véritablement dans le profil, d'accompagner les femmes, de les aider à aller de l'avant en les accompagnant sur tous ces plans-là. Et comment envisagez-vous l'Afrique, le développement de l'Afrique? Monsieur, vous êtes là aujourd'hui, vous pensez à demain, l'avenir de l'Afrique, surtout par la valorisation de la femme. Comment l'envisagez-vous? Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le développement de l'Afrique ne pourra pas se faire en dehors des femmes. Les femmes y ont leur place, les hommes y ont leur place. Nous avons tous notre place dans le développement de ce continent. Il faudrait juste qu'on puisse harmoniser les choses pour qu'on puisse aller ensemble vers ce destin commun-là. On ne peut pas aller l'un sans l'autre. Les hommes et les femmes ont un rôle à jouer dans l'évolution donc de notre continent. Maintenant, parlant de ce que je vois, je suis fière, moi, je suis, je veux dire, optimiste du devenir de l'Afrique. Oui. Parce que nous savons que nous avons des talents incroyables sur ce continent. Les Africains ne doivent pas penser qu'ils ne valent pas mieux que les autres. On a tout pour développer notre continent. On a les intelligences, on a les personnes, on a les ressources et on va y arriver ensemble.
beaucoup de courage et Merci. déjà félicitations pour tout ce que vous faites. C'est un plaisir pour nous de vous avoir eu sur ce plateau pour parler vraiment de développement de l'Afrique par la valorisation de la femme africaine surtout. Et on espère bien cette Afrique-là, cette destination-là qu'on va y arriver tous, c'est-à-dire le développement de l'Afrique. Merci d'être venu, madame. Merci à vous de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Merci. Allez, on continue avec vous, chers téléspectateurs. On va recevoir une valeur, oui, une valeur béninoise, parlant bien sûr de femmes. Elle a honoré le Bénin en Afrique du Sud, à Durban, en remportant le prix de la presse au cours, bien sûr, du Festival international du film à Durban. On en parle sur Horizon Culture. Sur Horizon Culture, aujourd'hui, nous parlons promotion de cinéma à travers le web et je pense que le Bénin a été distingué dans ce secteur-là à travers, bien sûr, le blog Écran Bénin. La promotrice sera sur le plateau dans quelques secondes. Pour le moment, on va suivre cet élément témoin qui nous présente en fait les acteurs béninois du cinéma. Quel est l'état du cinéma béninois? Suivez juste pour illustrer le sujet. C'est un secret de Polichinelle. Le paysage du cinéma béninois est un désert d'œuvres cinématographiques. Et pourtant, le matériel technique et le capital humain existent. Aujourd'hui, ne parlons plus de corps de métier à aller chercher ailleurs pour faire une belle production, une très bonne production. Nous avons toute l'expertise ici au Bénin. À commencer du scénario jusqu'à la post-production, jusqu'à la diffusion, nous avons tout ici au Bénin. Nous avons de très jeunes, talentueux scénaristes qui existent désormais et qui écrivent bien. En matière de matériel de production audiovisuelle ou cinématographique, nous en avons également. Plongée dans une léthargie depuis de longues années, l'industrie cinématographique peine non seulement à s'éclore, mais aussi à inciter les cinéphiles à renouer avec les salles de cinéma. D'abord, sur le plan production, le financement qui est ce qui manque. Maintenant, sur le plan diffusion, sur le plan exploitation, sur le plan distribution, il y a un gros problème. L'État doit beaucoup travailler pour permettre la réouverture des salles. Les grandes salles qui existaient, telles que le cinéma Le Bénin, cinéma Concorde, telles que la salle de Ouida, la salle de Boycon, la salle de Parakou et autres, doivent pouvoir être réouvertes. Après avoir institué la direction en centre, a besoin de financer, de mettre les moyens. La direction n'a même pas 100 millions comme budget, tout compris, c'est-à-dire même le salaire du personnel compris. Le rayonnement du 7e art béninois est encore possible si et seulement si il y a une volonté politique efficace. L'État n'a qu'à faire laisser pouvoir choisir 10 maisons de production au Bénin et les financer, ne serait-ce qu'au prorata de 100 millions pour sortir des films béninois. Le Béninois aime le film qui est produit au Bénin. Vous n'avez qu'à voir l'écran de Farpa. À côté du tourisme, l'industrie cinématographique est la meilleure chose à développer. Parce que si un touriste visite Abomey aujourd'hui et finit de faire le tour de, comment ça s'appelle, du musée romain, le tour des trous de Agongweto, il aura besoin le soir de se distraire, de découvrir la culture béninoise et d'aller s'asseoir dans une salle bien équipée et regarder un écran de 4 mètres sur 2. Et là, il faut qu'on ait une belle salle à Abomey pour ça. Sinon, quelque chose manquerait dans le tourisme qui est promu. Impulser une nouvelle dynamique à la chaîne de production et de diffusion des films béninois, c'est peut-être le début d'une lueur d'espoir. Je suis fier d'être producteur, je suis fier d'être acteur, je suis fier d'être cinéaste au Bénin. Et c'est ici au Bénin que nous allons sortir notre épingle du jeu. Oui, nous sommes fiers également de l'accueillir Cornelia Glélé sur ce plateau. Merci à Patrick Adjabodou qui a réalisé ce reportage.
Cornelia, félicitations, bonsoir. Bonsoir Siam, merci. Merci d'être venu sur le plateau d'Horizon Culture nous présenter ton trophée, ta distinction que tu as obtenue à Durban grâce à ton blog Écran Bénin qui fait la promotion du cinéma. Mais d'où est venue l'idée en fait de créer Écran Bénin, un blog pour faire la promotion du cinéma spécifiquement? Déjà, à la base, moi, j'ai étudié journalisme et réalisation documentaire. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de cinéastes qui, hors du Bénin, reçoivent des prix. Mais généralement, dans la presse, on n'en parle pas beaucoup. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mettre de la lumière sur ces personnes-là, pour mettre de la lumière sur ce qui se fait au Bénin. Donc voilà, le moyen le plus simple pour moi d'en parler, c'était à travers un blog. Donc j'ai suivi une formation en blogging et j'ai créé Écran Bénin le 31 octobre 2017. Et là, c'est en train de faire son petit chemin. Même pas un an. Hein? Non, pas encore. Pas encore. Et déjà une distinction, ça dit que le besoin était là. Oui, le besoin est là et je pense que, enfin, toute modestie gardée, la venue de Écran Bénin a quand même donné un nouveau souffle au cinéma béninois parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, des personnes connaissent des cinéastes béninois, des personnes aiment aller regarder des films faits par des Béninois. Et je peux dire que c'est un peu grâce à Écran Bénin et jusque-là, je ne suis pas déçue de ce que nous sommes en train de faire dans le blog. Et voilà quoi. Voilà, on va parler de Durban hein, dans un instant, mais avant Durban, parlons d'abord de Écran Bénin. Écran Bénin aujourd'hui doit être sollicité par les acteurs du cinéma béninois. Est-ce qu'il y a de la matière pour animer ce blog? Parce qu'animer un blog, il faut quand même qu'il y ait de la matière. Le contenu, comment arrivez-vous à le déterminer quand on est dans un pays où, bon, c'est vrai, le cinéma est toujours un peu en veilleuse? C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, j'avais un peu peur. Je me suis dit, est-ce que je vais réellement trouver des éléments pour nourrir? Mais là, jusqu'à présent, je n'ai pas chômé. Donc, il y a vraiment de la matière et ça me permet même de trier parce que je veux donner une certaine dynamique à mon blog, un certain prestige à mon blog. Donc, je ne mets pas tout sur mon blog. Donc, généralement, je fais le programme de façon mensuelle. J'ai plusieurs sollicitations, des personnes qui disent on est en train de tourner un film, des personnes qui disent j'ai la première de mon film, etc. Et je regarde qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est ce que je mets sur le blog. Donc, ça va faire bientôt un an, on n'a pas encore chômé. Je crois que de plus en plus, on reçoit d'appels. Donc, c'est sur un bon chemin. Et ça dit que chaque mois, il y a forcément une production ou des productions quelque part au Bénin? Oui. Oui, moi-même, je ne savais pas. Je me suis dit, ça ne tourne pas au Bénin. Mais oui, chaque mois, il y a des productions au Bénin, où c'est en post-production, où c'est en pré-production. En tout cas, tout le temps, il y a des productions au Bénin maintenant, parce que ce n'était pas comme ça avant. Avant, ce n'était pas comme ça. Et donc, on peut dire, parlant maintenant de d'Urban, comment ça s'est passé, ce festival fait quoi en réalité? Dites-nous, en fait, à quoi ça sert le festival de films de Durban? Le festival de films de Durban, c'est le deuxième plus grand festival en Afrique, derrière le FESPACO. Donc, ils ont plusieurs programmes, le Durban Film Art et le Durban Talent, auquel moi j'ai postulé. On était 270, je crois, personnes en Afrique à avoir postulé et ils ont gardé 19 personnes. Donc, on nous a invités en Afrique du Sud il y a 2 semaines, je crois, je ne sais plus trop. Il y a 2 semaines et en Afrique du Sud, on a suivi des formations, on a fait des pitchs, etc. Et au terme de notre formation, il y a une cérémonie de distinction des meilleurs. Et c'est là que j'ai eu le prix du Talent Press, le meilleur journaliste ou le meilleur critique de cinéma du programme. Et on peut dire que ça a une envergure africaine, on peut le dire Afrique. Oui, mais moi, j'irais un peu au-delà de l'Afrique parce que le Durban Talent, c'est un sous-programme de la Berlinale Talent qui se passe en Allemagne. Donc, du fait que moi, j'ai gagné ce prix, ça m'ouvre en fait des portes en Allemagne et dans d'autres pays du monde parce que j'ai des invitations maintenant pour faire des couvertures, etc. On verra bien la suite, l'après d'Urban, ce que Écran Bénin va nous faire découvrir davantage, n'est-ce pas,
en tout cas pour la suite. On suit d'abord le journal puisqu'il est 19h45 sur le grand rendez-vous. Amandine Aniabosso nous attend de l'autre côté de la rédaction de BB24. À vous, Amandine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Un phénomène qui se manifeste en Afrique et qui n'épargne aucun pays, la pauvreté. Elle se traduit au Bénin particulièrement par le chômage des jeunes. L'école béninoise a connu des mutations au fil des années. Comment se porte-t-elle 58 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté internationale? La réponse dans cette édition. On s'intéressera également au choix de la date du 1er août comme fête nationale du Bénin pour les astrologues. Cette date révèle plusieurs mystères. Merci de votre fidélité. La pauvreté est un fléau qui sévit en Afrique et entrave le développement de tout le continent. Au Bénin particulièrement, elle se révèle sous diverses formes, parmi lesquelles le chômage des jeunes. Dans ce reportage, Gérard Zouémé et Jennifer Sachivi nous amènent à la découverte de quelques pistes de solutions. Au Bénin, 2,6% de la population est au chômage et 54% sous-employés. C'est ce que révèle une étude du Programme des Nations Unies pour le développement datant de 2016. Les jeunes notamment constituent la majeure partie de cette frange. Nos enfants diplômés sans emploi, ceux-là qu'on a formés avec beaucoup d'argent et qui sont aujourd'hui dans les rues en train de faire zémidian ou bien ils sont en train de faire et vendre de l'essence frélatée ou faire vacation dans des écoles. Il faudrait désormais dire non, sinon nous allons augmenter les calamités, les criminalités que vous savez, les braquages et autres. Tout ce que nous voyons comme tollé dans la rue et tous les jours, c'est les grèves, c'est les grèves, c'est les grèves, alors que des savants écrivent qu'au XXIe siècle, l'emploi est périmé. Pour pallier à la situation, l'auto-emploi reste la principale solution. On sait que si vous mettez 100 francs dans le restaurant, vous pouvez gagner jusqu'à 200, 300 francs. Il faut rééduquer notre population pour ne pas vouloir entreprendre tout seul. Il faut entreprendre désormais en groupe. L'enseignement qu'on nous donne, c'est un enseignement qui formate notre esprit à devenir des employés. Donc les jeunes, du coup, n'ont plus le goût du risque, personne ne veut entreprendre. Il faut que chacun apprenne à s'auto-employer. La question de l'éradication de la pauvreté au Bénin préoccupe plus d'un. Tête couronnée, leaders politiques et religieux y réfléchissent pour des solutions durables. Je l'annonçais dans les titres, l'éducation au Bénin, où en est-on 58 ans après l'indépendance? La question taraude l'esprit des Béninois au regard des multiples défis qui s'imposent aujourd'hui à l'école béninoise. Isaac Rounigbe est activiste. Il fait ici un diagnostic du système éducatif et propose des pistes de solutions. Il est au micro de Patrick Adjagbodjou. Vous avez aujourd'hui 100 000 étudiants, 100 000 personnes qui sont livrées chaque année sur le marché de l'emploi, mais seulement 5% sont employés au niveau du public et au niveau du privé. Et quand vous prenez ces 100 000, seulement 10% ont pris une fois l'initiative d'entreprendre quelque chose. Or, vous savez qu'il ne suffit pas d'entreprendre pour réussir. Et les statistiques ont montré aussi que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à fêter leur premier anniversaire. Et donc, il y a un besoin réel de réfléchir à propos de la question du système éducatif, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans parler du système éducatif. Et c'est un domaine qui a été souvent négligé par les gouvernants, alors que ça devait être la priorité. Nous sommes un pays agricole, on continue d'importer l'engrais. Pourquoi ne pas mettre en place des écoles qui permettent à nos étudiants de produire l'engrais ici? Pourquoi ne pas le faire? On peut le faire. Les machines agricoles, on les importe toujours. Pourquoi ne pas instituer des écoles qui permettent à nos étudiants de fabriquer ici les machines agricoles?
Aujourd'hui, nous continuons d'importer le papier hygiénique. Le papier hygiénique, nous l'importons. Pourquoi ne pas former des étudiants capables de fabriquer ici du papier hygiénique, donc du papier hygiénique made in Bénin? Pourquoi on ne le fait pas? On peut s'asseoir, faire l'analyse sur certaines filières où on a déjà suffisamment formé, où il y a déjà assez de chômeurs. On suspend ces filières-là, le temps de les absorber dans les domaines et on oriente les nouveaux, on refuse aux nouveaux d'aller encore vers ces filières-là et on oriente les nouveaux vers les filières porteuses dont je viens de parler. Le 1er août cache des secrets. Le choix de cette date pour commémorer l'indépendance du Bénin n'est pas anodin. Les avis divergent du côté des astrologues et des spiritualistes. Pour les uns, le 1er août est une bonne date et pour les autres, ça cache un mystère. Mathieu Sokenou, Arnaud Adadia pour plus de précision. Pourquoi mauvais jour? Pourquoi bon jour? C'est normal parce que si tout serait bon, ou tout serait mauvais, donc nous allons assister à une sorte de monotonie. C'est comme un artiste qui travaille avec disons, un jeu de milliers de pièces, de dimensions, de formes, ceci particulièrement grâce au carbone. Je voudrais en revenir là parce que c'est cet élément qui a fait que nous n'aurons pas la monotonie partout, où nous aurons les mêmes plans, les mêmes formes, les mêmes choses partout. Donc c'est ça qui a fait que il a 45 mauvais jours et les grands savants ont vraiment étudié en faisant, disons, dégager les 45 mauvais jours et les 320 ou 321 jours sont les jours les plus bons de l'année bissextile. Et ce n'est pas dire que toutes les dates, comme on appelle mauvais jours ou mauvaises dates, auront les mêmes vibrations. Le 1er août, carrément, c'est un mauvais jour. Et ça qui fait que, quel que soit le dirigeant que nous allons prendre, même si nous faisons descendre d'Europe un blanc soi-disant qui serait notre président, nous allons courir les mêmes défis, les mêmes problèmes. Parce que tout est mal, parce que tout a été mal planifié comme l'autre dit, sauf si l'année à laquelle la personne est venue au monde, si on voit l'année là, que bon, ça peut dégager des vibrations un peu positives. De là, ça peut... Sinon, laissez-moi vous dire. C'est ça qui fait que l'entente, l'harmonie n'est pas totale. Parce que quiconque, ou quelle que soit l'entreprise, ou n'importe que vous commencez un mauvais jour, ça ne donne pas le résultat escompté. C'est ça qui fait que, sur le plan politique, quel que soit ce que nous entreprenons, croyant que ça va aller, ça prend d'autres directions. S'ils peuvent encore revenir, tout comme on a eu à refaire ce qu'on appelle la conférence nationale, où ils consortent, ils pourraient encore reprendre. C'est comme notre acte de naissance qui est en jeu. S'ils peuvent encore refaire pour choisir une autre date pour notre indépendance. De là, on a cassé cette vibration négative. À mon avis, c'est ça. Du Bénin au Nigeria, le gouvernement alloue 200 millions de dollars aux entreprises de distribution électrique pour l'amélioration de la fourniture du courant. De nombreux équipements de transmission et de distribution ont en effet besoin d'être réhabilités dans le pays. En outre, les compagnies de distribution électrique ont reporté un gap d'investissement de 3,6 milliards de dollars. Le réseau électrique nigérian distribue 5 000 MW d'énergie environ pour une production de 7 000 MW et une demande s'établissant à 12 000 MW. Au Gabon, les données de la filière EVA au premier trimestre 2018 ne sont pas encourageantes. La production de caoutchouc usiné a chuté de 348,7 tonnes en mars 2017 à 2816 tonnes à fin mars 2018. Ceci en raison du vieillissement des plantations, des difficultés de transport et de l'enclavement de la plantation de Congo près de Libreville. Dans ce contexte, le ministère de l'économie signale que le chiffre d'affaires a chuté de 64% sous l'effet conjugué de la contraction de quantité exportée et de la dégradation des cours mondiaux de caoutchouc naturel. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes. On revient en plateau avec Cornelia Glélé et ses trophées. Oui, un à Talent d'Urban, l'autre c'est d'Urban Film Art. J'ai pas compris. Apparemment, c'est un festival, c'est deux festivals en un, si on peut le dire ainsi. Le Durban International Film Festival, c'est un grand festival qui a plusieurs programmes. Oui. Donc le Durban Film Art. Il faut le montrer aux téléspectateurs. Il y a... Je vous montre à quelle caméra. Voilà. Voilà, donc le Durban Film Art, le Durban Talent, le BRIC, enfin, le festival a plusieurs programmes. Donc moi j'ai participé au Talent d'Urban.
mais la cérémonie se fait, c'est une grande cérémonie qui rassemble tous les programmes et les prix sont décernés sous la couverture du Durban Film Mart. Ok, d'accord. Et donc on a compris, mais c'était quand même dans un monde d'anglophones. Vous étiez francophone. Comment vous en êtes sorti, Cornelia? C'est vrai que c'était ma plus grosse difficulté parce que c'était ma première fois dans un pays anglophone. Et dès que j'ai appris ma sélection, c'est vrai que je me suis un peu préparée en regardant des films en anglais, etc. Mais là, j'étais réellement sur le terrain. Il fallait parler anglais pour convaincre les gens, etc. Donc, c'est vrai que je me suis cassé la gueule plusieurs fois, etc. Donc, je ne m'attendais pas vraiment à ce prix après toutes les gymnastiques que j'avais faites en anglais. Donc, c'était vraiment grand pour moi. Mais bon, je vais apprendre l'anglais maintenant. Ah, vous allez apprendre l'anglais maintenant? Ah oui. Puisque après Durban, d'autres destinations certainement à domination anglophone. Oui, uniquement des destinations anglophones qui m'attendent maintenant. Donc, je n'ai pas le choix. Je dois faire mieux que maintenant si je veux revenir avec d'autres prix. De prix. Et donc, après Durban, ça vous ouvre la porte, vous nous disiez, ça vous a ouvert la porte de l'Allemagne, quel pays? Le Canada. Le Canada. Qu'est-ce qui se fera vraiment en Allemagne? En Allemagne, ça va être probablement le même programme. Ça va être probablement le même programme, le Talent, la Berlinale Talent maintenant, au cours du festival de la Berlinale. Je crois que c'est le deuxième plus grand festival au monde derrière Cannes. Donc, j'aurai un mentor qui va m'apprendre à écrire des critiques, à bien gérer une plateforme qui parle de cinéma, etc. Et à la fin, je vais pitcher. Et si je suis la meilleure parmi les personnes qui seront sélectionnées, oui, je vais rentrer avec un second prix. Si je ne suis pas la meilleure, je rentre bredouille. Mais bon, je vais rentrer avec des connaissances. Avec des connaissances, oui, certainement pas bredouille. Et ça, il faut le noter, c'est le plus important en fait. C'est la connaissance, c'est la compétence que vous allez mettre au profit du cinéma béninois pour sa promotion. Alors, parlons rapidement des relations entre vous et les acteurs ici sur le terrain. Comment entrer en contact avec Écran Bénin pour se faire voir, pour avoir plus de lumière sur ses activités dans le domaine du cinéma? Écran Bénin est très présent sur les réseaux sociaux. On a un compte Twitter, Écran Bénin. On a un compte Facebook, enfin une page Facebook, Écran Bénin. Et il y a un Gmail, écranbenin@gmail.com. Donc il suffit de m'envoyer un mail et je discute avec la personne pour voir si son projet est sérieux ou pas. Si c'est sérieux, il n'y a pas de souci, on fait de la communication pour la personne. Maintenant, si le projet n'est pas sérieux, enfin moi je lui fais mes remarques, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Voilà. Parce qu'il faut faire du cinéma, oui, mais il faut faire du cinéma de qualité, c'est ce qui vend. C'est ce qui vend. Merci beaucoup à vous, Cornelia Glélé, et nous vous souhaitons vraiment du succès. Succès, c'est notre souhait. Parce que c'est pas facile, un blog d'abord et un blog cinéma et cinéma au Bénin. Vraiment, c'est du courage. Vous avez vraiment osé. Il vous faut vraiment du courage pour réussir dans ce secteur-là. Merci à vous et à très bientôt. On continue avec vous sur la toile. C'est à présent l'ActuWeb. Bonsoir chers amis téléspectateurs et merci d'être au rendez-vous du dernier numéro de l'actualité web de cette semaine. Eh bien, nous sommes le 2 août 2018. La toile ce soir insiste beaucoup plus sur un meurtre en plein live sur Instagram. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, étaient les cris de détresse de la femme du jeune rappeur Assel Ineko. Ses attaqueurs ont eu le temps de l'achever pendant que sa femme, témoin principal de la scène, prenait le soin de mettre leur petite fille à l'abri. Un moment de bonheur qui se transforme en une tragédie en un clin d'œil. La victime est le deuxième rappeur qui perd la vie cette semaine alors qu'il était en direct sur les réseaux sociaux. D'une tragédie à une autre, Yémen nous informe sur les bombardements meurtriers sur le port d'Hodeïda. Au total, 26 morts et 50 blessés est le bilan des frappes aériennes. Pour les médias, la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite est le responsable de ces attaques. Yémen bénéficie désormais d'un très large port de l'aide humanitaire et plus précisément de 80% des produits de première nécessité.
Finissons ce tour sur la toile par une information qui réjouit. C'est avec admiration que l'Ivoirienne José Talou a décroché aujourd'hui le titre de championne d'Afrique du 100 mètres. Le jeu n'était pas facile. Les difficultés étaient déjà au rendez-vous dès le commencement, dans un premier temps, en raison de problèmes de transport aérien depuis Lagos qui ont entraîné le report de certaines épreuves. Dans un second temps, la Ghanéenne Jeannette Amponsa a percuté un caméraman qui passait sur la piste Stephen Keshi Stadium. La sprinteuse s'est relevée sauf qu'elle n'a pas pu empêcher Marie-Josée Talou de remporter la médaille. Du côté des hommes, c'est le Sud-Africain Akani Simbim qui a remporté la course. Et ce sera tout aujourd'hui pour l'actualité web. L'information sur la toile vous revient la semaine prochaine. Agréable week-end à tous. Merci Marcel Guetoro et Fallon Azilo. Bien sûr, revue l'actu web nous revient la semaine prochaine. Le grand rendez-vous aussi vous revient à partir de lundi 19h00. Mais avant lundi, suivons en rediff bien sûr la météo sur le grand rendez-vous. Et ce sera tout pour le compte de ce grand rendez-vous et pour le compte également de la semaine. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. Vraiment, merci d'avoir passé toute la semaine en notre compagnie. On va se retrouver lundi à 19h pour une autre semaine du grand rendez-vous. Ciao.